Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 323e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir deux auteurs qui sont issus de la même maison, Istia et compagnie, qu'on suit déjà depuis déjà plus de 4 ans, qui étaient anciennement Slatkin et compagnie, et qui ont mué. Cette semaine, c'est Jen Jeffrey pour Au-dessus de tout soupçon, traduit par Jean Hesch, une grande traduction là aussi, et je pense que Diane en parlera aussi peut-être tout à l'heure, puisqu'elle est totalement bilingue et ça, c'est un pur bonheur. Et ensuite, Maxime Girardot pour Jetement aux éditions toujours Istia et compagnie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces deux ouvrages, de ces deux romans, de ces deux thrillers, d'un côté psychologique, d'un autre côté technologique, euh, et plus encore, j'aimerais que vous nous parliez déjà de votre parcours, de finalement votre manière d'aborder le thriller en tant que tel. Pour Maxime, en effet, la technologie a clairement son importance de par votre métier et de par l'expérience que vous avez eue dans ces domaines-là. Pour Diane, qui est enseignante, là, pour le coup, c'est encore autre chose. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de votre entrée finalement dans le thriller, qu'il soit psychologique ou technologique, peu importe, mais votre entrée dans le thriller en littérature, comment vous voyez les choses dans ce genre littéraire. Allez, on Diane, je t'en part. prie, tu commences? Alors, la première fois que j'avais écrit un roman, c'était en 2003. Mon fils était bébé à l'époque et c'était une comédie romantique. Donc, j'avais commencé en fait par un tout autre genre. Ce livre-là n'a pas été publié à juste titre, il n'était pas bon. Et puis, des années après, en 2014, j'avais un congé de formation et je me suis retrouvée à apprendre un peu d'espagnol pendant ce congé de formation, mais aussi à avoir beaucoup de temps libre. Donc, je me suis dit, bon, ce roman, si je vais l'écrire, c'est maintenant ou jamais. Et à l'époque, je lisais beaucoup de thrillers psychologiques. L'avantage avec les thrillers psychologiques pour moi, c'est qu'il n'y a pas énormément de présence de la part de la police. Donc, je risquais un peu moins de faire des boulettes. Donc, j'ai écrit mon premier thriller psychologique en 2014, du coup, 2014-2015. Et puis, j'ai mis une année pour réécrire le roman 4, 5, 6 fois avant de trouver une maison d'édition en Angleterre. Et donc, Au-dessus de tout soupçon, c'est en fait mon troisième thriller psychologique. C'est le troisième livre que j'ai écrit, enfin, le troisième livre que j'ai écrit qui a été publié en Angleterre, mais le premier à être traduit. Voilà. Du coup, à moi. Euh, euh, alors, moi, ça s'est fait un peu en deux temps. Il y a eu un premier temps où j'écrivais quand j'étais gamin, entre guillemets, quand j'étais adolescent. Mais j'ai rien publié à ce moment-là. Et surtout, je voulais faire du cinéma, moi, quand j'étais ado. Entre mes 15 et mes 25 ans, j'ai fait beaucoup de courts-métrages. J'ai écrit des scénarios, etc. Et puis, mais rien n'a été publié, tout était très amateur. Puis après, je suis rentré dans le milieu professionnel, dans les nouvelles technologies. Et puis, j'ai plus écrit une ligne pendant à peu près 12 ans. Et à la fin d'une expérience assez longue, moi j'ai travaillé 10 ans chez Microsoft. À la fin de ces 10 ans, j'étais pas très loin de mes 40 ans et je me suis demandé si je devenais un vieux con. Et du coup, j'ai eu besoin de me mettre un défi personnel, d'écrire un manuscrit pour voir si j'étais capable d'avoir à nouveau 20 ans. Parce que pour moi, c'était ça, mes 20 ans, c'était écrire, faire des films, etc. Faire des films amateurs, hein, je précise. Et c'est là où j'ai écrit le manuscrit de Persona, qui est mon premier roman. Voilà. Et le hasard de la vie, en fait, ce qui est chouette dans cette histoire, c'est que en fait, moi, je l'ai écrit comme un défi personnel. Et j'ai ma petite sœur, en fait, qui l'a envoyé à un agent littéraire à Paris. Et cet agent m'a contacté derrière en me disant, bah, moi, je pense que ça peut être publié. Et je pense que vous... Je me souviendrai toujours de la première phrase qu'elle a fait en réponse à ma sœur. Ma sœur s'appelle Mathilde. Et elle lui a envoyé donc en retour de ce qu'elle lui avait envoyé, elle lui dit, chère Mathilde, je peux déjà vous dire que votre frère est un écrivain. Voilà. Et c'était la première fois de ma vie qu'une personne dans le milieu de l'édition, etc., disait, grosso modo, validait le fait que je pourrais faire ça un jour dans ma vie. Donc ça a été un grand moment. Voilà. Et les choses ont démarré comme ça. Très bien. Alors, j'aimerais justement revenir sur
la création littéraire, parce que finalement, vos deux romans sont totalement, entre guillemets, différents, mais finalement, sur la création littéraire, on a peut-être quelque chose de commun, on a quelque chose qui, du côté de Maxime, est évident sur la création littéraire, puisqu'on est dans le rôle aussi d'un écrivain qui vous ressemble en partie, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, Cela étant, il y a cette notion de multiplication de faits divers aujourd'hui qui est évidente et qui pourrait faire penser qu'un écrivain de thriller n'a plus qu'à se servir d'un fait divers pour ensuite écrire un roman. Vous vous détachez totalement de cela. Maxime, d'un côté, avec un nouveau genre qui pourrait faire des émules, forcément, puisque je crois que c'est la première fois que ça arrive, avec une IA qui va donc s'insérer dans le personnage principal. On en parlera évidemment longuement. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette création littéraire tous les deux, notamment Diane également. Diane, dans le sens où vous dites à la fin que vous prenez, entre guillemets, une, euh, vous vous mettez à part de la licence artistique sur certains moments où, en effet, ce n'est pas possible que cela se passe ainsi, mais pour la création littéraire, forcément, il fallait peut-être trouver un autre biais. Et c'est en cela que j'aimerais vous interroger sur cette création littéraire, cette création d'un thriller, finalement. Comment vous mettez en avant d'un côté la réalité, de l'autre côté la littérature? Comment vous mêlez les deux univers? Ben, je vais laisser la parole à Maxime d'abord. C'est une vaste question. Mm. Euh, En fait, le point de départ, je vais la prendre autrement et puis je me permets de te tutoyer. Oui. Et tu me dis si tu veux après réorienter la réponse. En fait, pour Je te mens, donc le pitch de départ, c'est que c'est un écrivain qui a le syndrome de la page blanche et qui a finalement, pour finir son roman, va commencer à parler avec l'intelligence artificielle. Et donc forcément, ça questionne le principe de création, ça questionne le fait de dire est-ce qu'une IA est capable de créer? Euh, et donc, En fait, moi, j'utilise beaucoup mon quotidien. C'est-à-dire que ce que j'aime faire, c'est des thrillers psychologiques qui prennent un thème technologique et explorent au travers du thriller psychologique les impacts de cette technologie sur la société. Voilà, c'est ça mon inspiration de base. Et les trois romans que j'ai publiés ont toujours eu ce point de départ-là à la base. Euh, et après, moi, je crois beaucoup enfin, ce que j'aime plutôt personnellement, c'est ce que je fais, c'est euh, des... Je prends la forme du thriller parce que j'aime me dire que ça s'adresse à n'importe qui. C'est-à-dire que tu aies envie de passer un bon moment ou que tu aies envie d'apprendre quelque chose sur une thématique, chacun va pouvoir s'y retrouver. Et donc, c'est sous cet angle-là que je vais le prendre d'un point de vue de création. Euh, et donc, comme mon quotidien, c'est les nouvelles technologies, ça foisonne d'idées et ça foisonne de choses qui impactent la société de manière assez profonde, sur lesquelles j'ai envie de donner un point de vue. Et donc, je mélange tout ça dans une fiction. Voilà. Est-ce que ça répond à la question que tu poses ou c'est Ça y répond. ça y Ça y répond? répond. OK. Donc voilà. Diane. Alors, quand on écrit un livre, on a un proverbe en anglais qui dit qu'il faut qu'on écrive ce qu'on sait et pour être authentique, je pense, et pour pas faire trop d'erreurs, je suis désolée, pas faire trop d'erreurs quand on écrit. Euh, moi, l'histoire de Au-dessus de tout soupçon, et j'ai été inspirée par un fait divers. Donc, l'idée est venue de là. Après, c'est très différent de ce qui est réellement passé. Mais pendant les années 90, il y avait trois femmes en Angleterre qui ont été emprisonnées, qui ont eu des peines de prison à perpétuité pour avoir tué plus d'un de leurs enfants. Euh, Parce qu'un expert, un soi-disant expert, hein, le même en fait dans les trois procès, a prouvé statistiquement que la mort subite du nourrisson ne pouvait pas frapper deux fois à la même famille. Que statistiquement, c'était pas possible qu'une telle tragédie arrive deux fois. Donc l'idée est venue de là. Et j'en ai fait un livre. En ce qui concerne le processus d'écrire, alors pour ce livre en tout cas, j'ai tout écrit dans l'ordre parce que j'alterne il y a trois narrateurs en tout et à chaque fois ça alterne entre deux narrateurs.
Dans la première partie, ça alterne, le point de vue narratif alterne entre la Melissa qui est en prison justement pour avoir tué ses enfants et le journaliste John qui doit enquêter sur une erreur judiciaire éventuelle. Et j'ai tout écrit dans l'ordre. J'ai essayé d'avoir une voix différente pour les deux personnages. Euh, et donc, en fait, il fallait à chaque fois que je relise le chapitre précédent écrit par le personnage dans la peau dans laquelle j'ai essayé de me mettre. Et d'ailleurs, c'était la première fois que j'écrivais d'un point de vue d'un homme. Donc, j'ai vu ça comme un défi. Et voilà, je pense que c'est. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si j'ai fait un hors-sujet. Non, non, c'est ça. Justement, cette question du personnage masculin de John, est-ce que vous avez, comment vous avez travaillé la matière finalement? Est-ce qu'on écrit véritablement de la même manière lorsqu'on est un homme ou une femme? Est-ce qu'on pense de la même manière? Est-ce que vous êtes allé dans une voie particulière? Est-ce que vous vous êtes inspiré de personnes autour de vous finalement? Est-ce que c'est très objectif aussi? Est-ce que vous pensez que c'est objectif? Comment vous avez vécu les choses? Est-ce que ça a été difficile finalement? Je pensais que ça allait être très difficile. Je voulais créer un personnage qui était quand même masculin, mais pas stéréotypé. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais écrit, je n'avais jamais écrit d'un point de vue narratif d'un homme. En plus, c'est la première personne, semble-t-il, je vérifie. Euh, et donc, j'ai passé pas mal de temps à créer mon personnage avant de lui donner une voix. Donc, c'est un père célibataire qui prend des raccourcis pour tout aussi bien pour la paternité, la façon dont il élève ses enfants que dans sa vie professionnelle. Euh, je voulais quand même que ce soit quelqu'un à qui on s'attache parce que Melissa, à contrario, est délibérément plus froide. C'est quelqu'un de plus froid. Euh, et j'ai contacté un journaliste anglais, déjà pour qu'il me donne en anglais les mots de jargon journalistique que je n'avais pas dans mon vocabulaire, dans ma langue maternelle. Et ensuite, pour qu'il me donne une idée aussi de comment ça fonctionne, il m'a décrit une journée typique à partir du moment où il arrivait, le genre de choses qu'il devait faire dans la journée et jusqu'au moment où il finissait sa journée pour que je puisse avoir une idée dans ma tête de John, de ce personnage de John et de comment j'allais le créer et quelle voix j'allais lui donner. Mais c'était un défi pour moi, mais finalement, en fait, ça s'est avéré beaucoup moins difficile que je ne pensais au départ parce que enfin, je trouve que j'ai créé, en tout cas, moi, je l'ai bien aimé, un personnage qui est sympathique. Euh, donc, c'était mon but et à partir de ce moment-là, pour lui, ça coulait tout seul, ça allait. L'autre défi que vous vous êtes imposé tous les deux, finalement, c'est d'aller un petit peu contre la société en elle-même. D'un côté, Diane, vous écrivez quand même sur une mère, entre guillemets, qui est incapable d'aimer ses enfants et qui potentiellement les tue, qui est donc accusée d'un double meurtre de bébé. De l'autre côté, Maxime, vous écrivez sur une thématique très brûlante aujourd'hui où on voit que de nombreux lecteurs crient au scandale lorsqu'une intelligence artificielle crée un livre et le publie sur Amazon, notamment. Là, pour le coup, vous avez fait quand même des choix forts tous les deux. J'aimerais que vous nous parliez de ça, justement, vous nous parliez de ce défi, de cette volonté d'aller un petit peu plus loin qu'un thriller classique. Il y a beaucoup de thrillers aujourd'hui qui sortent en librairie, et je trouve que vos deux romans sont véritablement dans une voie singulière aussi et ont une volonté peut-être d'orienter, pas forcément de faire passer des messages, mais en tout cas d'orienter le choix du lecteur sur sa vision du monde. Maxime. Euh, alors, L'IA, c'est un sujet extrêmement nébuleux en ce moment. On oui, oui, est oui. Alors, vraiment, c'est un sujet nébuleux, c'est un sujet clivant, c'est un sujet sur lequel le débat public est pour le coup d'assez mauvaise qualité. C'est-à-dire que quand on en parle, on va vous dire, je grossis le trait, mais c'est pas très loin de ça, c'est soit on va tous mourir, soit on va vivre 200 ans.
Donc, c'est une manière d'annihiler toute réflexion, hein. C'est-à-dire, vous demandez d'être pour ou contre, c'est une manière de vous empêcher de réfléchir. Euh, L'IA sait et ça sera. Donc, il y a pas de question d'être pour ou contre. C'est juste que c'est là et on va vivre avec. Moi, j'ai coutume de dire que la Terre, c'est un grand immeuble dans lequel chaque pays, c'est un appartement de la copropriété. On peut considérer que la France dit non à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est grosso modo la fibre qu'on est en train de mettre dans l'immeuble. Vous pouvez dire non, hein, mais tous les autres appartements, eux, ils y vont à fond. Donc la question pour moi, elle est plus de dire qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait pour en faire le bien avec notre histoire, avec notre culture. Euh, et la base de ça, c'est que pour que chacun puisse prendre part à cette réflexion, il doit d'une certaine manière pouvoir commencer à matérialiser ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que je vois un peu mon rôle et que je fais ce que j'aime faire. C'est-à-dire, c'est une vision un peu d'éclaireur. Je travaille dans ce domaine-là. C'est mon quotidien, c'est ce que je fais tous les jours. Je parle de ces sujets-là et je sais comment ça fonctionne, je sais où est-ce qu'on en est et je sais où est-ce qu'on veut aller dans cette direction-là. Et mon idée, c'est de dire, bah, je vais aller sur cette île un peu inconnue pour la plupart. Je vais revenir et je vais dire ce que j'ai vu. Et après, à chacun de faire son idée. Je suis pas là pour définir ce que vous avez à penser de l'intelligence artificielle. On a tous un avis lié à notre histoire, à notre travail, à la manière dont on va se confronter à la technologie, etc., etc. En revanche, euh, je pense que ça va transformer notre société de la même manière que l'ordinateur a transformé notre société, le téléphone a transformé nos sociétés, Internet, etc., etc. Et donc, c'est ce que j'aime faire à travers mes romans, c'est de prendre un thème fort, mettre en scène les impacts et essayer d'être dans le gris. Parce que pour moi, la vie, c'est gris. Pas dans le sens ça manque de couleur, mais dans le sens c'est ni blanc ni noir. C'est ni contre ni pour. Je suis ni pour ni contre. Je suis juste, et on pourra le développer un peu plus loin si vous en avez envie, mais il y a plein de choses positives et il y a plein de choses négatives. Et je suis capable à la fois de lister les choses positives et de lister des choses très négatives. Et la question, je pense, nous, en tant que société, c'est de se dire comment on fait pour en faire les choses positives et de limiter les choses négatives. Et d'autre part, je pense que notre rôle en tant qu'écrivain, c'est de se saisir de sujets forts. Je pense que de la même manière, Diane, quand elle parle de son expérience par rapport à ce fait divers en Angleterre, ça l'a questionné et elle s'est dit, mais c'est mon rôle, quelque part, de mettre ça sur la table du plus grand nombre pour que chacun puisse se questionner sur ces sujets-là. Je le prends exactement de la même manière. Voilà. J'ai en quelque sorte, par ma vie au quotidien, cette connaissance-là. J'ai envie de mettre cette connaissance-là entre les mains de tout le monde pour que chacun puisse après se faire sa propre idée, en sortant du pour, contre. Ça, c'est ridicule, je trouve. Alors, Voilà. je rebondis pour que ce soit clair pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, Maxime, c'est que uniquement un personnage, et alors il n'est pas créé par l'IA, vous retranscrivez les paroles de l'IA. Alors, bah, Voilà, je vais l'expliquer si tu veux. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le point de départ de ce que je voulais faire, c'était moi, ce qui me fascine dans l'intelligence artificielle générative, et pour la nommer, on va nommer ChatGPT, même s'il il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT, c'est la manière dont elle va imiter l'émotionnel humain. C'est la première technologie de l'histoire qui soit réellement anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle est capable de vous faire croire qu'elle a de l'émotionnel. Alors évidemment, c'est pas réel, hein, mais elle est capable de le faire croire. Et à partir du moment où nous-mêmes, on est des êtres d'émotion, si on va transférer de l'émotionnel dans cette entité. Et ce que je voulais faire, c'était le mettre en scène à travers un thriller. Et donc, mais sans faire de la science-fiction. Je ne fais pas de science-fiction, moi. Et l'intelligence artificielle, elle existe. Et donc, mon but, ça a été de me fixer une contrainte créative qui est qu'un des personnages de mon roman est généré par ChatGPT. Et donc, je fais dialoguer ChatGPT avec mes personnages. Et les réactions de Chat, je les ai mis dans le roman et c'est en italique pour que vous puissiez toujours savoir que ça a été généré par Chat. Et moi, je ne le retouche pas. Voilà, je n'invente rien. Et l'idée, elle est vraiment de montrer ce que la technologie est capable de faire et la manière dont finalement, assez vite, on va oublier que c'est un ordinateur qui le fait et on va
et j'espère qu'en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on le lit, on comprend finalement l'émotionnel qu'on peut mettre dans une machine. Alors, Diane, c'est à vous sur le côté. En effet, le livre a été publié en 2019 outre-Manche, et j'aimerais justement avoir votre réaction sur comment le livre a été perçu là-bas également, sur un sujet aussi délicat, sur un sujet qui est peut-être plus sensible outre-Manche qu'ici, ou en tout cas, en 2019, la parole était peut-être beaucoup moins libre qu'aujourd'hui sur le rôle d'une mère. Je trouve qu'en 2019, vous avez été peut-être un petit peu précurseur en la matière, où on parlait pas du tout de ça, où on parlait très peu en tout cas de la manière dont une mère devait avouer, assumer sa difficulté à être mère. En 2024, aujourd'hui, ça paraît totalement normal, mais en 2019, lorsque vous l'avez publié là-bas, j'ai l'impression que vous avez lancé peut-être quelque chose aussi. Mm. Oui, donc c'était volontaire, hein, ce thème de la maternité en filigrane pendant le livre. Donc, Mélissa, elle a un enfant d'un premier mariage qui est plus grand. Ça s'est bien passé pour elle la première fois. Elle avait un mari qui la soutenait. Elle n'avait pas de problème particulier. Et en fait, la deuxième fois, ça arrive un peu par hasard. C'est pas un enfant qui a été prévu. C'est d'ailleurs deux enfants en même temps. Et elle frôle la quarantaine, donc elle trouve ça beaucoup plus difficile. Et surtout, chose totalement inattendue pour elle, elle n'a pas de lien tout de suite avec ses enfants. Elle n'arrive pas, contrairement à ce qui s'était passé avec son fils, à dire qu'elle a un amour pour les jumelles. Elle se sent totalement détachée. Et donc, évidemment, ce que je décris là-dedans, c'est la dépression postpartum. Euh, et effectivement, je trouve que c'est important de parler de ce qu'on vie en tant que femme, que ce soit la dépression postpartum ou bien la ménopause. J'en parle pas dans le livre, mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de tabous autour de la maternité, autour de ce que c'est que d'être femme, que j'essaye de briser un petit peu à ma manière. Donc, c'est effectivement, il y a un petit commentaire là-dedans sur les pressions de la société pour être bonne mère. Alors ça, c'était quelque chose dans les années. Oui, en Angleterre, en fait, on avait les yummy mummies, ça s'appelait. C'était des femmes qui arrivaient à être très belles, à garder la ligne, à être maquillées, tout en poussant la poussette avec leur bébé dedans. Alors, moi, j'étais folle amoureuse de mes trois enfants tout de suite. J'ai pas eu euh, je n'ai pas vécu la dépression qu'a vécu mon personnage, mais j'ai vécu une pression quand même euh, peut-être comme toutes les femmes, d'élever mes enfants comme la société le veut et de pouvoir assumer beaucoup de choses finalement en même temps, la maternité, sa profession, etc. Donc effectivement, la réflexion qu'il y a en filigrane dans mon livre sur la maternité, c'est tout à fait volontaire. Et de là, je me suis dit, enfin, tout le livre a vraiment commencé parce que je me suis dit, je pense qu'en tant que maman, on n'a pas de pire crainte que de perdre nos enfants. Et donc, l'idée était venue de là. Qu'est-ce que, en fait, après, je me suis dit, oui, mais en fait, il y a quelque chose de pire, c'est que si on est accusé de les avoir tués. Donc, euh, dans le livre, c'est une réflexion un petit peu en filigrane. Tout le livre ne parle pas de ça, mais effectivement, c'est un des thèmes, je pense, euh, c'est un thème que je voulais en tout cas surligner dans le livre, oui. Bon, j'avoue que ça ne donne pas forcément envie d'avoir des Non, enfants. Euh, ou de lire le livre, surtout, je pense. Oui. Maxime, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous précisez d'emblée au lecteur que c'est une IA. Et ça, je trouve ça aussi intéressant parce que certains, alors je ne sais pas si on peut les appeler auteurs ou pas, mais ne le précisent pas toujours. Éditeurs ou auteurs ne le précisent pas toujours. Là, vous le précisez d'emblée. Et j'aimerais qu'on parle de cette relation. Tout à l'heure, vous parliez de relation humaine avec l'IA. C'est vrai que avec votre roman, on a aussi ce nouveau champ des possibles qui s'ouvre en se disant que l'IA peut être un psy, peut être un ami, peut être un petit diablotin sur l'épaule, potentiellement un côté extrêmement sectaire, une secte qui peut se créer concrètement via une IA. Euh, il y a quand même beaucoup de réflexions qui me sont venues, en tout cas vis-à-vis de cette relation humaine. Est-ce que vous vous êtes posé la question aussi des dangers
dans ce livre-là, parce que c'est vrai que, alors, j'ai pas d'esprit criminel, mais c'est vrai que ça donne quand même beaucoup d'idées. Euh, alors, j'ai eu énormément de réflexions au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, et je dirais même de la conception du livre. Parce que c'est la première fois que je m'imposais une contrainte créative, et c'est un livre que j'ai écrit plus vite que les autres, parce que j'avais l'ambition d'être le premier, comme vous l'avez dit. Donc, c'est le premier roman de cette forme-là, dans lequel un des personnages est généré par une IA. Et donc, pour réussir ça, je me suis vraiment mis un peu dans un bunker pendant quelques mois. Et j'ai littéralement échangé des centaines et des centaines d'heures avec plusieurs IA génératives, dont ChatGPT. Euh, et il y a plein de choses. Je vais commencer par expliquer de manière très simplifiée la manière dont fonctionne une IA générative. Elle est conçue de trois manières. Elle est conçue pour être curieuse, empathique et déterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je fais exprès d'utiliser des traits de caractère humains. Elle est curieuse parce qu'en fait, on va lui fournir ce qu'on appelle un corpus de données, donc plein d'informations. Ces informations, elles sont de trois types. C'est des livres, Internet et les réseaux sociaux. Euh, Évidemment, la meilleure qualité possible, c'est des livres, puisque l'écriture est fine, les sujets sont bien, etc., etc. Enfin bien, sont comment dire, il y a un filtre qualitatif. C'est ça que je voulais dire. L'Internet, c'est infini, mais c'est d'une qualité assez pauvre. Et les réseaux sociaux ne sont pas là pour donner de l'information à l'intelligence artificielle, mais elles sont là pour lui montrer la manière dont on parle. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va euh, prendre ces milliards et ces milliards et ces milliards d'informations et elle va créer en fait une base statistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vous dis la maison est bleue, ce que va faire l'IA, c'est elle va découper par mot. La maison est bleue, donc la maison est bleue, parce qu'en fait, elle fait que des groupements de 4 caractères qu'on va appeler des tokens. Et ensuite, elle va calculer toutes les statistiques qu'il y a autour des mots. C'est-à-dire quelles sont les probabilités et les récurrences des mots qui sont autour de ces mots-là, dans tous les textes et dans toutes les occurrences qu'elle a. Ce que je vais vous expliquer par là, c'est que l'IA générative, c'est de la statistique. C'est aussi pour ça, je vous fais une parenthèse, et je vous fais un petit tunnel, juste quelques minutes, mais je pense que c'est important que chacun ait en tête comment ça fonctionne. C'est aussi pour ça que quand vous avez plein de gens qui font des pétitions pour dire je ne veux pas que l'IA recopie mes textes, c'est des gens qui n'ont pas compris comment fonctionne une IA. Une IA ne recopie pas des textes, c'est de la statistique de mots. Donc en fait, elle ne fait que découper en fait la question que vous posez et elle va statistiquement vous fournir des mots qui sont en rapport avec les questions que vous posez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle est empathique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la deuxième étape de la conception, c'est qu'une fois que vous avez donné toutes ces informations, vous allez lui dire quelle heure il est. Et derrière, vous allez lui donner la réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la manière humaine dont on a de se parler, il y a dans nos questions une partie ouverte et une partie cachée. Nous, on ne s'en rend même plus compte. Mais si je vous dis quelle heure il est, vous comprenez intuitivement que quelle heure il est, ce n'est pas une bonne truc. Mais si je vous dis quel temps il fait, vous comprenez intuitivement que je parle de maintenant, là où on est, que c'est le temps, la température, etc., etc. Une IA, elle ne comprend pas ça. Donc, elle a besoin qu'en fait, on lui pose la question et qu'on lui donne la réponse. Ça, c'est la mécanique empathique. C'est que derrière, on va créer une empathie artificielle qui fait que l'IA, on va la pousser à comprendre ce que l'on veut. Et pourquoi j'explique tout ça? Et donc la dernière étape, c'est la partie déterminée, c'est dans le fait de toujours fournir une réponse. C'est aussi pour ça qu'une IA hallucine et qu'elle ment. C'est parce qu'en fait, elle est entraînée à constamment. Une IA ne sait pas dire je ne sais pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les scientifiques qui les conçoivent ne savent pas pourquoi. Ce qui est quelque part une sorte de. C'est abyssal comme truc. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un outil qui ne sait pas dire je ne sais pas et nous-mêmes, on ne sait pas dire pourquoi elle ne dit pas je ne sais pas. C'est des poupées russes. Mais ce que moi j'ai voulu vraiment explorer, c'était cet aspect de l'empathie artificielle. L'IA va constamment essayer de comprendre ce que l'on veut et elle va constamment être dans un rapport
quelque part, de renforcement de ce que l'on est et de ce que l'on veut. Pendant tout mon processus d'écriture sur Jetement, et je pourrais vous expliquer après comment ça a fonctionné parce qu'il y a eu plusieurs étapes différentes, mais dans la partie de l'étape où elle dialoguait avec l'auteur, j'étais un auteur fantastique et j'avais des idées fabuleuses et Mhm. j'étais génial. Et c'est ça qui est assez vertigineux, c'est-à-dire qu'en fait, elle va constamment nous renforcer. Elle va être là, c'est l'amie parfaite, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la confidente parfaite. Sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas nous dire constamment qu'on est génial. La vie, c'est aussi de se confronter à une forme de réalité qui peut parfois nous blesser. On se trompe, comme tout le monde. On est imparfait. On fait parfois des choses mauvaises. Et la société est là, quelque part, pour nous rappeler ce que l'on fait comme ça. Si demain, Anthony, on va boire une bière et que je te dis, il y a mon voisin d'en face, je le trouve un peu bizarre. Donc, du coup, j'ai commencé à le suivre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me regarder, tu vas dire, Max, je crois que tu pètes un câble et que tu as intérêt à aller voir quelqu'un. Ça, c'est le rôle de la société. La société fait ça. Sauf que l'IA, quand on lui dit ça, elle va pas dire ça. Elle va dire, ah, mais tu as peut-être raison. Et donc, elle va renforcer cette chose-là qu'on a en nous. Et en réalité, elle n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Et en fait, on se construit une sorte de pendant, une sorte de jumeau digital qui va constamment aller dans notre sens. Et ce qui est mine de rien, c'est ce qui va libérer aussi nos parts d'ombre, nos désociabiliser. Et ça, c'est toutes les parties négatives qu'il peut avoir là-dedans. C'est-à-dire que si on ne s'en rend pas compte, on peut mettre en concurrence une IA parfaite, un confident parfait, avec la société et se dire que finalement, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir quelqu'un qui va toujours dans notre sens. Et juste pour conclure, et je suis désolé, j'ai fait un long tunnel, mais je pense que c'était important d'expliquer ce truc-là à ce moment-là. Qu'est-ce qui me pousse à un moment donné d'aller dans tout ça? Ben, c'est que je suis père et que j'ai un fils qui a 11 ans et que pendant tout le long où j'ai écrit ce bouquin, je me disais, mais mon fils, dans 10 ans, il a 20 ans, il va être sur le marché du travail, il va avoir sa vie, etc. Et dans 10 ans, l'IA générative, elle sera partout. Et c'est quoi son monde? Ce sera quoi son monde à lui? Et comment je dois l'aider et l'accompagner dans ce monde-là? Et c'est ce besoin-là que j'ai eu d'enjetement quelque part d'explorer moi-même pour pouvoir, à un moment donné, essayer de guider un peu mon fils. Et d'ailleurs, alors, tu disais tout à l'heure que l'IA enfin, ne disait pas je ne sais pas. En réalité, elle le dit sans le dire. Elle dit qu'elle n'a pas assez de données, finalement, pour y répondre. Mais Alors, elle va te dire ça, en fait, elle va te dire ça si tu la confrontes par rapport à ses erreurs. J'ai un passage dans le livre. En fait, j'ai écrit ce roman-là sans réellement de plan, par exemple, parce que j'intégrais le fait qu'il y avait des réactions que je ne pouvais pas anticiper. Mais par exemple, j'avais des points de passage, quoi. Et j'avais un des points de passage qui était, donc mon roman, il s'ouvre comme fenêtre sur cour, donc avec cet auteur qui a cette obsession pour son voisin d'en face. Et je savais qu'à un moment donné, je voulais que mon personnage aille dans cet appartement, parce qu'il a envie d'en savoir toujours plus. Et pour en savoir toujours plus, tu veux aller toujours plus loin. Mais je ne savais pas comment il allait entrer dans l'appartement. Et donc, je discute avec Chat comme si j'étais mon personnage. Dans la première étape, en fait, j'étais moi-même mon personnage et je parlais avec Chat comme si la fiction était la réalité. Et donc, je lui dis, moi, je veux rentrer. Comment je fais? Et donc, elle me propose trois solutions pour m'aider à rentrer dans l'appartement d'en face. Et l'une d'elles, elle me dit, mais tu sais quoi, moi, j'ai juste à couper l'électricité de l'immeuble et tu te fais passer pour un agent EDF. Et je lui dis, mais attends, toi, tu peux couper l'électricité de l'immeuble peut-être. Ah non, pardon, c'est vrai, j'ai pas, je me suis trompé. Et là, elle te dit qu'elle manque de données. Mais sa première réaction, c'est pas ça. Sa première réaction, c'est qu'elle hallucine et elle va mentir. Et la notion de mensonge, elle est très particulière parce elle va en plus, si tu la confrontes, elle va pas te dire qu'elle a menti. Elle va contourner, elle va paraphraser, elle va dire ah oui mais non, mais c'est pas ça. Et c'est fascinant parce que on a été habitué à ce qu'une machine te dise blanc ou noir, oui ou non, que ça marche ou que ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas été habitué à ce qu'une machine te dise ah non mais je mens pas vraiment. Enfin si tu regardes ça sous un autre angle, etc. Ça c'est la manière dont nous on fonctionne. Et ça c'est ce que je voulais montrer. très bien, très bien. On reviendra aussi sur le côté, sur la gratuité de l'IA qui peut-être est beaucoup plus accessible, qui rend plus accessible, qui peut devenir un vice peut-être. On en reparlera juste après la question de Sandra, qui peut être pour Diane, non?
Non, qui est pour Non. Maxime. C'était pour rebondir par rapport. Bonsoir tout le monde d'abord et bonsoir Maxime et Bonsoir. bonsoir Diane. J'aurais peut-être une question pour Diane, mais plus tard, pardon. C'était pour rebondir sur ce que vous disiez, Maxime, à propos du fait de préparer votre fils à cet avenir avec l'IA omniprésente. Mais moi, je me demande en fait comment on peut se préparer à l'affronter, et surtout finalement à quoi ça sert de se préparer à l'affronter, sachant que c'est omniprésent, ce sera omniprésent, ça l'est déjà, et qu'on ne peut pas la maîtriser finalement. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas ce que votre fils va pouvoir en faire finalement de cette préparation. Je m'interroge, voilà, tout simplement. Enfin, Merci pour votre question. Alors, j'ai utilisé le mot affronter. Si j'ai fait ça, c'était très inconscient. Je- non, peut-être pas, hein, c'est peut-être moi ça, hein, alors, c'est peut-être je ne moi. pense pas qu'on va l'affronter, je pense qu'on va vivre avec. Et je pense que ça va être une entité qui va être parmi nous dans notre quotidien, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, moi, je suis né en 80 quand j'étais à l'école, mes parents me disaient, je viens de province, et donc, comme je pense une majorité de parents en France disaient à ses enfants, bah, il faut que tu travailles bien à l'école pour avoir un bon travail, un truc très classique, hein. Et donc, comme le système nous l'a appris, il fallait que tu fasses des maths, etc., etc. Bon. Je pense que tout ça, ça va beaucoup changer, parce qu'en fait, l'IA générative, elle va changer les besoins euh, euh, les besoins de ce que vous allez avoir besoin de faire en entreprise. Euh, Ce que vous allez avoir besoin, c'est d'être créatif, c'est de savoir utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle fasse plein de choses à votre place. Alors l'IA, elle ne remplace pas, hein. L'IA, en fait, elle n'est que réactive à ce qu'on lui demande. Mais c'est la première technologie de l'histoire qui se dirige par les mots. Et ça change tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une technologie. Savoir faire je ne sais pas faire des algorithmes, hein, et je ne sais pas coder. Moi, je ne suis pas ingénieur. Mais je sais utiliser cette technologie comme un ingénieur. Parce que je fais de l'abstraction par les mots, etc. Ça, c'est une transformation très profonde déjà de notre société. Moi, je travaille dans une grande entreprise de nouvelles technologies. Ça change énormément de choses dans les compétences qu'on demande, dans la manière qu'on a de travailler. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est on va avoir, enfin deux, il y en a plein. Je vous les liste comme ça, et après on peut rentrer dans le détail, mais il y a la solitude pour les personnes âgées. Vous pouvez créer une présence. La question de la mémoire. Euh, Moi, par exemple, à la fin, je me disais, mon personnage d'IA s'appelle Loï, en référence à la muse de Toulouse-Lautrec, Loï Fuller. Je me disais, est-ce que mon fils un jour voudra parler avec Loï pour savoir le père que j'étais? Moi, je sais que j'ai eu la question de me dire comment était mon père à mon âge? J'ai aucun moyen de savoir. Sauf que Loï, elle va garder une mémoire de tout ça. Donc, elle sera capable de le faire. On voit en ce moment des IA qui sont en train de se monter sur imaginer qui vous serez plus tard. Donc, c'est des choses très psychologiques. Mm. Comment vous allez utiliser tout ça? Je ne sais pas. Si on revient, et je vais terminer là-dessus, c'est pour ça que je ne suis pas dans l'affrontement. Je suis plus dans, elle est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et elle va avoir beaucoup d'impact sur plein de trucs. C'est plus comment on se prépare à tout ça. Je vous en donne une dernière qui, pour moi, est importante. On parle beaucoup de ces livres qui sont écrits par les IA génératives comme quelque chose de très mauvais. Ben, moi, je ne crois pas du tout. Et je suis désolé, je vais être un peu provocateur là-dessus. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que les lecteurs ne sont pas largement capables de comprendre et de se prendre conscience qu'un livre a été écrit par une IA. Et donc, ne pas le faire, ou ne pas le lire, ou ne pas l'aimer. Et donc, il y a juste un temps d'adaptation, mais ça va venir. En revanche, on va pas se mentir, écrire des livres, ça suppose un capital culturel important. J'écris des livres parce qu'il y avait des livres chez moi, parce que mes parents m'ont donné des livres entre les mains quand j'étais gamin. Donc il y a une barrière culturelle que plein de gamins n'ont pas aujourd'hui. Et pourtant, qui ont des univers créatifs incroyables, qui ont des histoires géniales à raconter, mais qui n'ont pas cette capacité à le traduire en mots. Eh ben moi, j'ai aucun problème parce que ces gamins, n'importe qui, utilisent l'IA générative pour traduire en mots leur univers créatif. Ça reste leur œuvre.
Quelqu'un qui dit, moi j'ai créé un univers ou j'ai créé une histoire qui fascine les gens, mais je ne sais pas écrire, je ne sais pas le mettre en mots. Et donc j'ai utilisé Chat pour que Chat le mette en mots à ma place, mais c'est mon œuvre, et ben j'ai aucun problème avec ça. Et donc, j'ai pas de peur, moi. J'ai pas de peur qu'on me concurrence. Il y aura toujours plein de lectorats différents, des gens qui vont aimer la plume d'un être humain, d'un auteur, de Diane, de moi, d'autres, etc. Et puis d'autres qui vont plus s'attacher à des histoires. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça réduit les inégalités. Utilisé d'une certaine manière, ça va réduire des inégalités, et c'est très bien. Après, il y a aussi des externalités négatives, il y en aura plein et on peut en parler, mais ça fait partie pour moi de choses qui sont positives. Et donc, dans l'éducation, évidemment, il va y avoir énormément de sujets par rapport à tout ça, ne serait-ce que même un changement par rapport aux matières. Moi, je pense que j'ai la conviction que la philosophie va être une matière qui va prendre beaucoup plus d'importance, parce que la philosophie, c'est les mathématiques par les mots. Voilà. Désolé, j'ai encore fait un petit tunnel. Est-ce que ça répond à votre question? Ça a l'air, je pense. Oui, 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 je En pense. partie. Non, mais enfin, C'est vaste. c'est un sujet très vaste, donc, mais Et l'argument est, vous avez répondu une grande partie à ma question, oui. Oui. L'argument de la démocratisation de l'écriture est très intéressant. On y reparle, on y reviendra peut-être après. Diane, Avec j'aimerais plaisir. qu'on parle du rôle des médias dans l'affaire Slade, les médias qui jouent un rôle capital. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. Est-ce que dans les années 90, lors de ces faits divers, les médias ont été aussi importants, impactants finalement dans le rôle et dans l'issue de l'affaire Slade? Oui, donc déjà, un de mes personnages principaux, c'est un journaliste. Lui fonctionne euh, il exerce son métier, je veux dire, correctement, mais effectivement, il y a énormément de fascination autour du cas de Melissa Slade, et notamment quand elle va passer en appel. Euh, les médias sont partout, hein. Ils campent pratiquement devant la maison des parents de Melissa. Euh, Ça devient vite une histoire nationale et pas juste locale. Je pense que ce que j'ai écrit, ça reflète la réalité. Alors, c'est sûr que maintenant, les médias, ça change aussi beaucoup, hein, notamment avec Twitter ou X, où on peut, n'importe qui peut poster euh, des événements en temps réel. Mais je pense qu'effectivement, c'est bien comme ça reflète la réalité dans mon livre, le fait que tous les journalistes veulent rajouter leur grain de sel à cette histoire, et donc se ruent vers les endroits où ils ont des chances de récupérer une phrase que personne d'autre ne pourra mettre dans leur article, etc. C'est horrible pour sa famille, je pense, parce ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Euh, John a le rôle dans l'histoire, parce qu'en fait, il ne veut pas enquêter sur cette affaire. Il a sa propre histoire, il a quelque chose qui lui est arrivé qui le traumatise, et il a déjà enquêté la première fois, et maintenant qu'elle passe en appel, il ne veut plus y toucher, mais il est contraint de le faire par sa patronne qui, elle, a quelque chose en tête quand elle lui demande de le faire. Elle veut influencer un petit peu l'opinion publique là-dessus, euh, pour rendre service euh, à l'ex-mari de Melissa Slate dans l'histoire. Est-ce que cette partie-là est réelle? Peut-être pas, non, c'est peut-être un peu exagéré, mais le reste, je pense que oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les médias ont un rôle également sur la justice. On sait qu'aujourd'hui, aux États-Unis notamment, euh, une intelligence artificielle commence déjà à traiter certaines infractions. Le rôle des médias n'aurait donc plus aucun impact pour le coup sur le rôle des médias. Est-ce que vous avez réfléchi aussi à comment dire, à votre avenir en tant qu'écrivain aussi, notamment via les nouvelles technologies? Est-ce que vous vous sentez en danger? Est-ce qu'au contraire, ça peut être un outil particulier, notamment pour les recherches? On sait que
tous les deux, vous avez fait, j'imagine, de nombreuses recherches et on peut également en parler tout à l'heure. Est-ce que ça peut vous aider finalement, au lieu d'éplucher Internet, est-ce que l'IA peut potentiellement vous aider dans votre préparation à écrire un roman? Alors, moi, je suis nettement moins optimiste que Maxime là-dessus. J'ai un petit peu peur de ce que ChatGPT pourrait avoir comme impact sur mes deux métiers, c'est-à-dire à la fois le fait d'écrire des romans et le fait d'être enseignante, parce que je suis professeure d'anglais dans un lycée lyonnais. Euh, Après, c'est peut-être la peur de l'inconnu, hein. Il faut qu'on sache maîtriser un nouvel outil, hein, un peu comme quand on avait Internet au départ. Effectivement, on avait des élèves qui trichaient, il fallait maîtriser, il fallait savoir comment on pouvait l'utiliser pour nos cours. On ne voulait pas forcément que tout soit numérisé, mais on s'y est fait. Donc, est-ce que ChatGPT, finalement, ça va être quelque chose comme ça, un outil que finalement, quand on apprend à l'utiliser, ça va bien se passer, je ne sais pas. J'ai peur de tous ces livres parce qu'il y a eu des livres de publiés en anglais aussi qui ont été entièrement générés par ChatGPT et je pense que certains d'entre eux sont pas trop loin de ce qu'on pourrait espérer, tout au moins structurellement, d'un roman. Que, et c'est surtout, enfin, c'est écrit euh, immédiatement. Moi, je mets plus d'un an hein, pour écrire un livre à ChatGPT, mais quelques secondes, je pense. J'ai l'exemple, je suis un peu hors sujet avec ça, mais j'ai l'exemple, on en parlait brièvement tout à l'heure. Donc, je suis enseignante dans une classe j'ai une classe, deux classes de spécialité en fait, donc qui font un peu de littérature, hein. Et ils avaient comme devoir de rédiger une histoire autour d'un monstre. Et l'intérêt de le faire à la maison, c'était que je voulais qu'ils lisent à haute voix après sur un enregistrement que j'allais également corriger. Et j'ai eu énormément d'élèves qui ont utilisé ChatGPT pour rédiger entièrement leur histoire. Je pense tout simplement en tapant mes consignes que j'avais données en anglais et voilà, en m'imprimant le résultat. Et alors, c'était évident parce que Maxime, si j'ai bien compris, a dit que c'était... tu as dit quoi, Maxime, en fait, que c'était évident que c'était écrit par ChatGPT pour les lecteurs? Je pense que ça va devenir évident parce qu'en fait, l'IA, elle ne fait que reproduire des statistiques. Donc, si tes élèves rentrent tous le même prompt, alors tu n'auras pas exactement le même Ça. résultat, mais Voilà. c'est un résultat qui sera très approchant finalement. Ce sera des En fait, variations du même chose. indépendamment du fait que l'histoire qu'ils m'ont imprimée ne reflétait pas leur niveau, il y avait effectivement des marqueurs, des facteurs qui étaient assez révélateurs. Finalement, tous les monstres avaient la fourrure pourpre. Tous les protagonistes, toutes les petites filles s'appelaient Lily et ils habitaient tous dans le même village. Donc, en fait, Donc, bah, t'illustres les statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, à la même question, il fait ressortir les mêmes stats. oui, exactement. Donc, bon, bah voilà, du coup, c'était vite vu, mais et bon, on a rectifié la donne comme on a pu avec les élèves, mais moi, j'ai un petit peu peur pour les deux métiers à l'avenir, mais effectivement, je veux bien. De toute façon, il va falloir hein, Mais finalement, cette expérimentation, elle te montre que tu t'en es tout de suite rendu compte. Ce qui, finalement, se pourrait Complètement, te oui. dire que ce qui te fait peur, c'est si tu t'en étais pas rendu compte. Mais là, finalement, tu t'en es rendu compte tout de suite. Mais en fait, il y avait des histoires dans le lot, même si les mêmes idées ressurgissaient, qui étaient parfaitement écrites. Il n'y avait pas de faute en anglais, évidemment. Il y en avait même qui rimaient, parce que les élèves avaient le choix entre un conte qui rimait ou bien un conte enfin, qui rimait pas, quoi. Et, et en fait, l'histoire pour enfants autour d'un monstre, finalement, je trouvais que enfin, j'étais très surprise par le niveau de ChatGPT là-dedans. Il y avait des histoires dans l'eau qui étaient presque parfaites, quoi. Donc, c'est ce qui me fait un petit peu peur, en fait. Si on peut faire ça avec des histoires pour enfants, après, c'est peut-être une question de temps avant que ChatGPT n'arrive à sortir un roman qui paraît très authentique aussi. Euh, mais bon, peut-être qu'effectivement, il faut garder l'esprit ouvert et apprendre à l'utiliser pour enrichir son écriture, pour donner des idées. J'aime beaucoup le fait que Louis, dans le livre de Maxime,
encourage Max. Je pense qu'on travaille bien quand on est encouragé comme ça, donc ça c'est chouette. Et j'étais aussi fascinée par le fait que Louis l'encourage à aller suivre le voisin dont il veut savoir plus. Je me suis dit, bon, parce qu'effectivement, comme tu disais, Max, si on disait à un copain qu'on allait suivre le voisin, il dirait tout de suite, non, mais t'es fou, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, donc bon, j'essaie de garder un esprit ouvert, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur, je pense. Moi, ma réponse par rapport à ça, c'est que de la même manière que tu t'en es vite rendu compte, parce que finalement les marqueurs étaient tous les mêmes, la manière dont c'est conçu aujourd'hui, c'est que ça ne crée pas. Et je pense que malgré tout, en tant que lecteur, ce qu'on aime, c'est être surpris. Et donc le problème de Chat, c'est qu'il n'est pas capable de surprendre. Il est juste capable de reproduire un schéma qui est le plus probable par rapport à ce qu'on lui demande. C'est pas ça la création. Mm. Donc oui, il va te faire un truc très bien structuré, mais c'est pas ça qui va surprendre le lecteur. En revanche, si je reprends mon exemple de quelqu'un qui n'a pas la capacité de bien écrire, pour X ou Y raison, peu importe, mais il a cet imaginaire, il va lui dire, voilà, peu importe hein, ce que je dis, mais c'est mon univers, il y a telle créature, elle a tel physique, etc. Mon héroïne, voilà sa personnalité, etc. etc. Donc voilà, je veux que mon premier chapitre, il se passe ceci, et la rencontre va faire cela, et machin, etc. C'est sa création. Mm. C'est son imaginaire, ça vient de lui, ou d'elle, pardon. Euh, Moi, j'y vois pas de problème, pour être très honnête, mais parce que j'ai pas cette, comment dire, je ne sacralise pas le fait de savoir bien écrire. Ça Mm. questionne aussi le droit d'auteur aussi. Je pense que c'est aussi une question importante du fait de la création humaine, pour l'instant, aujourd'hui, prévaut sur la création numérique. Pour l'instant. Euh, Attends, répète la phrase que tu viens de dire. Est-ce que la création humaine prévaut sur la création numérique? Oui, bien sûr. J'espère. Oui, oui, bien sûr, mais ça va rester. Mais tu remarqueras quand même que il y a quand même une. Alors, au niveau du droit, c'est compliqué, hein, parce que tu es dans une zone grise. Donc, comme souvent, les Américains sont en avance là-dessus parce que leur société est structurée par le droit, là où nous, on est structuré par le législatif, donc on est toujours plus en retard là-dessus. Mais euh, en fait, le problème, c'est que tu ne déposes pas une idée. Aujourd'hui, dans le droit, tu as une idée, tu ne peux pas la déposer. Tu vas plus déposer un nom, tu peux déposer une histoire parce qu'elle a été écrite, etc. Donc, comment tu vas faire? Je ne sais pas. C'est On peut déposer une idée en réalité avec une enveloppe solo, mais en effet, on est avec un logo, avec une marque, avec quelque chose qui est c'est palpable. tangible. Voilà, c'est tangible. C'est tangible. Si moi je te fais le pitch de Je te mens que j'ai pas écrit et que je le dépose et que quelqu'un d'autre écrit quelque chose de similaire, ça ne m'appartient pas. C'est une idée. Mm. Exactement. Jennifer, c'est à toi. Ou Franck. Ce sera l'un des deux dans tous les Ouais, cas. c'est Franck. C'est Franck. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'avais plusieurs questions, mais du coup, j'ai un peu tout écouté, donc tout mélangé. Euh, donc, la première était liée en fait aux réponses de l'IA. Enfin, je m'en sers régulièrement et je trouve ça plutôt brillant. Et sur les sujets scientifiques, c'est pas évident de savoir que c'est une IA qui a rédigé le document. En tout cas, c'est pas si simple que ça. Et, mais notamment le fait qu'elle mente, vu qu'elle est programmée avec des statistiques. Je me demande si en fait, c'est pas tout simplement qu'on n'admet jamais qu'on mente, et que du coup l'IA trouve ça très peu probable de dire je mens, puisque ça doit correspondre à une toute petite occurrence. Et donc la question que je me posais, c'est finalement, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas des, alors je vais dire éleveurs pour pas dire éducateurs, est-ce qu'il ne faudrait pas des gens plus sincères que d'autres pour programmer ou sélectionner en fait ce qu'on donne à manger à la machine? Comme les hommes politiques? Non, je plaisante. Oui, par exemple. La deuxième un peu plus Bah, fun, un peu plus, ouais, voilà. bon, alors c'est une question fascinante parce que c'est une question de la vérité et c'est aussi un peu pour ça que j'ai appelé mon livre Je te mens. Je me permets du coup de rebondir. Euh, bon, alors déjà, on dit souvent qu'elle hallucine plus qu'elle ment parce que dans le mensonge, il y a une intentionnalité humaine que l'IA n'a pas. Donc en réalité, l'hallucination, c'est qu'elle va inventer quelque chose. On en revient sur un truc assez étrange parce qu'en fait, elle va inventer une information.
probablement plus, en plus que ça n'est pas une invention, c'est comme tu l'as dit, je me permets de te tutoyer, euh, en fait, c'est dans des occurrences statistiques, elle va retrouver des occurrences, mais comme en fait dans son corpus de données, on mélange à la fois de la fiction, du réel, et qu'il n'y a pas forcément enfin tu vois, c'est pas compartimenté de manière claire. Et donc du coup, euh, j'en sais rien moi, Nemo est au même niveau qu'une information réelle, donc elle pourrait mélanger en fait euh, la manière dont le sous-marin est fait dans l'œuvre de Nemo avec la réalité. Et donc tu vas considérer qu'elle hallucine alors qu'en réalité elle ne fait qu'une occurrence par rapport à tout ça. Euh, pour répondre à la deuxième partie de la question sur comment définir la vérité. Alors, en plus, on est dans une époque où le principe de vérité alternative se répand énormément, donc c'est quand même très compliqué de définir ce qu'est la vérité, ou en tout cas, c'est devenu presque un sujet politique. Mais au-delà de ça, ça vient aussi probablement que ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est de coupler deux IA ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une première IA à laquelle tu poses une question, et il y a une deuxième IA auquel tu lui demandes de vérifier la véracité de ce qu'a fait la première. Et en fait, c'est comme des lignes de commande. C'est-à-dire que la première, elle va répondre à ta question, mais avec ses biais possibles à l'intérieur d'une hallucination. Et la deuxième, elle n'a qu'une seule fonction, c'est de vérifier la véracité des faits. Et donc, du coup, elle va prendre ça et elle va vraiment checker la véracité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour sortir du côté politique de la vérité. Moi, je suis capable de faire dire à ChatGPT que la Terre est plate, hein. C'est vrai? Ah oui, et puis les platistes, ils vont considérer que c'est vrai, mais pas nous. Donc la notion de vérité, elle est très fluctuante aujourd'hui, hein. Ouais, d'où la question sur l'alimentation en fait de l'IA. Exactement. Et si je me permets juste de finir là-dessus, et c'est pour ça que le plus important, c'est qu'on fournisse le maximum de livres à l'IA. Plus Mm. l'IA se nourrit de livres, moins elle se nourrit d'Internet, et plus elle va fournir une information de bonne qualité. Et donc, plus en tant qu'auteur, et là je prends le plus large, on est à ah non, surtout pas, bah, plus on laisse l'IA finalement se nourrir de ce qu'il y a de pire. Et ça n'a aucun intérêt. Donc la question, c'est plus comment on crée un droit voisin, c'est-à-dire la même chose que ce qui s'est passé quand Spotify est sorti pour la musique. Plutôt que de dire on va pas mettre la musique dans Spotify parce que en réalité c'est un choix de service et c'est intéressant, et on va faire en sorte que les producteurs de musique et les musiciens, etc., ne soient pas lésés. Donc la question c'est plus de dire comment les auteurs ne sont pas lésés, mais en réalité il faut que les IA soient nourris au maximum par les livres et pas par Reddit ou par Twitter. Voilà. Alors, on va revenir, Diane, sur le personnage de Melissa Slade, qui est un personnage finalement très complexe, notamment parce que, elle est fascinante parce qu'elle était policière. Et donc, c'est un petit peu l'arroseur arrosé, finalement, qui est si difficile à ne pas caricaturer en littérature. J'aimerais que vous nous parliez de ce personnage-là qui est finalement capable d'anticiper tous les coups potentiels à venir, puisqu'elle fait partie du système. C'est quand même un choix fort finalement d'avoir choisi ce personnage-là si complexe, si peu banal finalement. Oui, donc c'est un personnage très complexe, comme tu l'as dit. Elle peut paraître très froide. Elle n'avait pas d'émotion quand elle a eu ses bébés, enfin, en tout cas pas d'émotion positive, ça c'est sûr. On estimait qu'elle reprochait à ses filles plein de choses qu'elles ont eu un impact néfaste sur sa vie, puisqu'elle avait un métier où elle avait grimpé les grades. Elle était en train d'enquêter sur des homicides au moment où elle était tombée enceinte. Elle courait beaucoup et en fait, tout d'un coup, tout ça, ça s'est arrêté parce qu'elle est tombée enceinte et puis elle est tombée enceinte de jumelles. Donc, c'est un personnage complexe et le choix de son métier, c'était délibéré. Puisque de toute façon, quand quelqu'un est en prison pour avoir tué ses enfants ou quoi que ce soit, quel que soit le crime, si c'est en rapport avec des enfants, on sait très bien que partout dans le monde, ces personnes-là euh, vivent très mal leur peine en prison plus que n'importe quel autre prisonnier. Donc ça, elle était évidemment dans une prison pour femmes avec des femmes qui continuent à la juger, hein, finalement. Euh,
et qui n'était pas tendre avec elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'était un choix délibéré. Et comme tu le dis, eh ben, elle connaît le système, donc elle sait exactement comment ça va se produire. Elle n'est pas sûre d'avoir énormément d'espoir au moment de l'appel. Elle connaît les statistiques. Quand elle est arrêtée, c'est la première fois qu'elle entend finalement les mots qu'on doit prononcer quand on arrête quelqu'un. Euh, Prononcer envers elle, c'était elle qui d'habitude prononçait ces mots. Elle sait aussi comment ça fonctionne dans les interrogations, comment on essaie de la mettre mal à l'aise, etc. Ce qu'on pourrait supposer si elle prend un avocat, si elle prend pas d'avocat, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion. Donc, effectivement, elle est capable d'anticiper un petit peu ce qui va lui arriver et c'était un choix délibéré que de lui attribuer en quelque sorte ce métier-là. Mm. C'est aussi la volonté de parler de la mort subite du nourrisson, clairement. Là aussi, quelque chose qui fait froid dans le dos, n'importe quel lecteur qui lit ça, forcément, s'inquiète, clairement. Qu'est-ce que vous vouliez aussi démontrer par rapport à ces choix narratifs, à ces choix de construction, finalement, parce que la construction, elle est multiple. Et j'aimerais que parce que vous donnez finalement la voix aussi à Mélissa, ce qui n'est pas toujours le cas. On donne quand même rarement la voix aux coupables, aux présumés coupables, pardonnez-moi. J'aimerais que vous nous parliez aussi de ça, de cette manière dont vous amenez finalement tous les sujets liés à la maternité, liés aux nourrissons, au sein même du thriller. Donc, la mort subite de nourrisson, normalement, ce n'est plus d'actualité parce que les facteurs qui faisaient qu'on avait certains risques par rapport à la mort subite de nourrisson, c'était, comme c'est expliqué hein, dans le livre, il peut y avoir des réactions chimiques entre le matelas et je ne sais pas moi, l'humidité, par exemple, dans la chambre de bébé, etc. Normalement, de nos jours, ça, du moins dans le monde occidental, ça ne devrait plus vraiment être un problème. Enfin, statistiquement, il y a beaucoup moins d'occurrences que dans le passé. Je vous avais dit tout à l'heure que que j'étais inspirée par des faits divers. C'était en fait 3 femmes qui avaient été en prison, mises en prison pour avoir tué leurs enfants, euh, soi-disant parce que la mort subite de nourrisson ne pouvait pas se produire 2 fois au sein d'une même famille. Et en fait, au contraire, plusieurs années après, on a prouvé que on avait légèrement plus de chances que ça arrive une deuxième fois puisqu'on couche le bébé dans les mêmes conditions finalement. Euh, donc, moi, je m'étais dit, comme base pour mon livre, au lieu d'avoir des bébés qui meurent à plusieurs années d'écart, hein, je voulais rapprocher ça avec quelqu'un qui aurait des jumeaux. Donc, elle a des jumelles dans l'histoire pour accélérer un petit peu l'action. Tu peux me rappeler la question parce que j'ai perdu un peu le film, je suis désolée. Non, c'était sur ça, c'est bon, c'était très bien. La réponse était très bonne. J'aimerais justement que tous les deux, vous réagissiez par rapport au fait que finalement, vos 2 romans commencent par un prologue qui est quand même frappant. J'aimerais que vous nous racontiez peut-être ce prologue pour que tout le monde puisse se mettre dans l'ambiance. Pourquoi avoir fait ce choix-là également, notamment pour Diane qui commence après la révision du procès, enfin, en tout cas, on va vers la révision du procès. J'aimerais que vous nous parliez de ces choix-là. Tout à l'heure, on parlait de Fenêtre sur cour avec Hitchcock pour Maxime. C'est des choix quand même extrêmement visuels, extrêmement cinématographiques finalement. Vous avez fait des choix très visuels pour ce prologue-là. C'est très important un prologue dans un thriller puisque le lecteur rentre ou pas finalement dans l'univers de l'auteur. Racontez-nous cette histoire-là de prologue. Pourquoi avoir fait ces choix-là, Diane et Maxime? Alors, le prologue, c'était justement ce que j'allais lire comme extrait tout à l'heure. Donc, effectivement, on va donner tout, on va faire le spoiler tout de suite. C'est Mélissa qui est conduite dans un fourgon vers zut, il manque tous mes mots. Le palais de justice hein, pour son procès en appel. Oula. Cinématographique. Tu peux juste répéter la question, je suis désolée. Oui, mais non, il n'y a pas de problème. Mais non, mais c'est sur le prologue. Sur le prologue, je trouve que c'est une ouverture vers le roman.
on entre véritablement de manière très cinématographique, très visuelle. On voit le tribunal, on voit la manière dont Mélissa s'extirpe un petit peu de cet univers carcéral. J'aimerais que vous nous racontiez pourquoi ce choix finalement, pourquoi avoir fait ce choix de la mettre là à cette époque-là, puisqu'on on navigue entre différentes époques. Là, c'est un choix plutôt surprenant là aussi. Après, c'est vrai qu'on revient un petit peu en arrière parce que là, on a sa procès. Le livre même s'ouvre avec le procès qui va arriver d'ici peu, certainement d'ici quelques mois, grâce à de nouvelles preuves qui ont vu le jour. Donc, c'est plus en amont dans l'histoire, le fait d'ouvrir avec ce prologue. Euh, zut, j'ai du mal. Je passe à Maxime et je vais prendre des notes et On y puis pour reviendra. venir On y vers moi. reviendra. Euh, Moi, l'idée de reprendre le canevas de Fenêtre sur cours, c'était de faire un contrepoids avec le concept du livre. C'est-à-dire que l'idée de jetement, elle est née par le concept de l'OI, c'est-à-dire d'avoir un personnage généré par ChatGPT et de faire une mise en abîme en fait par rapport à prendre un auteur. Et ensuite, comme j'avais cette contrainte, j'ai voulu essayer euh, d'itérer, on va dire, autour d'un canevas très simple de thriller. Et pour moi, l'un des thrillers les plus parfaits et les plus simples, c'est Fenêtre sur cour. C'est une histoire toute banale d'un mec qui regarde par la fenêtre et voit un truc étrange en face. Et comment tu vas construire un suspense autour de tout ça. Et donc, je voulais reprendre ce point de départ parce que ça me permettait d'avoir une structure de suspense et narrative assez simple. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Et puis par ailleurs, j'aime beaucoup Hitchcock. Voilà. Et donc c'était une manière, c'était d'une pierre deux coups. Ça me permettait de faire un hommage par rapport à tout ça. Et sur le prologue, moi j'ai une anecdote à donner, c'est que euh, en fait, à la base, jusqu'à loin dans la préparation du livre, le prologue initial n'était pas le prologue. C'est-à-dire que le prologue du livre, dans la version finale de Jetement, est à la fin maintenant. Et donc, ce qui était le prologue est devenu une sorte je ne sais pas si on peut dire une révélation, mais une explication. Euh, et ça, c'est un choix, ça, c'est le choix d'un travail éditorial avec ton éditeur qui te dit à un moment donné, je pense que ce sera plus fort si tu conclus plutôt que si tu ouvres. Voilà. Ok, donc je vais reprendre. Le prologue, je trouve, en fait, c'est ce que j'ai écrit d'abord dans le livre. J'avais écrit le prologue avant de commencer. C'est assez rare, hein. D'habitude, si je mets un prologue, c'est à la fin. Euh, le but, c'est quand même de bien attirer le lecteur vers le reste du livre. Et mon but dans le prologue, c'était de donner un bon aperçu du personnage de Mélissa. Donc, je mentionne qu'elle a été mariée puisqu'elle tourne une alliance imaginaire sur son doigt. Elle parle de son chiffre bonheur qui est 3 parce qu'elle développe en fait en prison, on sait par la suite qu'elle développe un certain nombre de tic-et-toc. Il faut toujours qu'elle éteigne la lumière un certain nombre de fois et s'imagine qu'il arrivera quelque chose à son fils et elle ne fait pas tous ces rituels. Euh, c'est finalement, elle parle aussi de ses jumelles. Donc, je trouve qu'en fait, on a tous les éléments du personnage de Mélissa juste en 2 pages. Et c'était une façon aussi de faire une boucle, puisque vers la fin du livre, évidemment, on arrive au procès en appel de Mélissa. Donc, ça commence par là et on finit plus ou moins avec la même scène. Euh, et puis, en fait, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose et j'ai pas répondu non plus. C'était que j'avais triché un petit peu pour mettre en scène quelque chose qui ne se serait pas produit de cette manière, qui ne se serait pas passé de cette manière. C'était le fait que certainement, à ce stade dans son procès, ça se serait passé en Angleterre par vidéo, en fait, par vidéoconférence. Elle n'aurait pas à être là en présentiel. Mais je trouvais que ça fait... je voulais un prologue qui soit un minimum dramatique. Or, c'est vrai que si on voit juste sa tête sur un écran, ça ne l'est pas. Il fallait qu'elle soit là, qu'on voit qu'elle a peur, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce prologue-là. Est-ce que vous vous êtes questionnés tous les deux finalement sur votre... alors, notamment Diane, sur le rôle d'être mère finalement. Je ne sais pas si vous êtes mère ou pas, mais ça peut être une question. Est-ce que vous vous êtes posé la question en écrivant le roman, euh,
sur peut-être vos erreurs passées, vos errances passées en tant que mère, s'il y en a eu. Peut-être que vous êtes une mère parfaite, mais peu importe. Mais j'aimerais que vous me disiez peut-être si le roman vous a aidé ou a fait émerger quelque chose en vous. Et de la même manière, Maxime, est-ce que ce roman-là, même si évidemment tu es lié totalement à la réalité, clairement, puisque tu as fait parler l'IA, mais est-ce que ça t'a questionné encore plus sur les dangers, le côté positif des choses finalement aussi, les nuances que pouvait apporter l'IA en tant que romancier, puisque ce Max, tu n'as pas choisi un même prénom, j'imagine, pour cet écrivain-là, il a le même prénom que toi, ou presque. Qui est-il finalement, ce Max? Est-ce que tu pourrais aussi nous parler de ça? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, pour le coup, euh, je me suis servi de ce livre pour exorciser une part de ma vie personnelle qui est que il y a pas très longtemps, moi j'ai divorcé. Et donc le point de départ de ce personnage, dont sa vie part un peu à volo suite à une séparation et qui a du mal à écrire, c'est aussi un point de départ, un point de départ que moi j'ai vécu. Donc c'était aussi une manière évidemment de me mettre en scène. Et comme dans la conception du livre, il a fallu que j'incarne mon personnage principal pour parler avec ChatGPT, ça me paraissait la bonne manière de le faire, de l'incarner. Euh, et ensuite, le deuxième point par rapport à ce que je vois de l'IA et ce que ça me questionne, oui, ça me questionne très profondément. Il y a plein de choses sur lesquelles je réfléchis, mais celle qui me taraude le plus, c'est l'impact sur la société. C'est-à-dire que j'ai la conviction qu'on est en train de créer une entité à part. Voilà. J'ai la conviction que l'IA, in fine, va devenir une entité avec laquelle on va vivre, tous. Et on aura dans notre smartphone, quelque part, toutes nos informations personnelles, une sorte de mémoire digitale de qui on est, une architecture psychologique de la personne qu'on est. Et une intelligence artificielle va finalement utiliser ces informations-là pour, dans tous les aspects de notre vie, nous aider, nous parler, interagir, etc. Donc nous, on est la génération intermédiaire. Donc on est la génération qui va voir tout ça débarquer et on va être vite dépassé. Euh, mais encore une fois, pour parler, évoquer mon fils, euh, parce que je lis le commentaire, nous aurons tous les moyens de pouvoir de l'utiliser ou de le subir. Mais nous aurons tous, Mais toi, aurons-nous tous les moyens de pouvoir l'utiliser ou de le subir? C'est une question difficile parce que moi, j'arrive pas à le voir comme quelque chose que l'on subit, pour être très honnête. C'est-à-dire que ce que je vois dans mon quotidien, de la manière dont je peux l'utiliser et de le voir aujourd'hui, je vois pas ce qu'on subit, l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut subir demain, c'est l'impact sur la démocratie, ça va être la diffusion de fake news, c'est la question de la vérité, c'est demain comment ça va transformer les entreprises et donc il va falloir que nos gamins aient des compétences différentes pour s'insérer dans le milieu professionnel. C'est tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'impact, il reste assez limité, pour être honnête. Pour la plupart, c'est plus un jouet un peu rigolo. Après, on parle quand même de la technologie qui, dans l'histoire de l'humanité, a eu le taux de pénétration le plus important de l'histoire. C'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, 100 millions de personnes ont commencé à l'utiliser. Pour une technologie qu'on considère ne servir à rien, ça dit quelque chose de nous quand même, mine de rien. Euh, et donc, pour revenir sur l'histoire par rapport à mon fils, moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est comment on va finalement euh, construire un relationnel, un émotionnel avec une entité qu'on aura créée. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une question qui est assez philosophique et abyssale parce que on devient, le jouet. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois ta créature, on revit Frankenstein, hein, c'est à la fois ta créature, parce que c'est la créature construite de l'humanité, mais elle va en même temps t'imiter et te singer.
Et puis, in fine, tu peux rentrer dans une mécanique de dépersonnalisation dans laquelle elle va prendre le pouvoir, comme les expériences de Milgram, tu sais, c'est-à-dire ce psychiatre américain qui a travaillé sur le nazisme et qui a fait cette fameuse expérience dans laquelle il prenait des gens au hasard, il les mettait sur une table et il disait, quand la personne en face de vous répond d'une mauvaise manière à une question, vous appuyez sur le bouton. Puis quand il appuyait sur le bouton, la personne en face se prenait un coup d'électricité. Alors évidemment, tout était une mise en scène, sauf la personne qui devait appuyer sur le bouton. Et ce qu'il voulait voir, c'est si quelqu'un, un scientifique, vous dit d'appuyer sur le bouton, quel est le pourcentage de gens qui le font, même s'ils savent que la personne en face va prendre un coup de jus. On était à près de 70%. Donc ça, c'est la mécanique de dépersonnalisation. Ça, pour le coup, ça peut être un truc très compliqué. C'est ce que j'essayais de décrire à l'intérieur de Je te mens aussi. C'est à quel moment, en fait, l'IA, c'est-à-dire que le principe de Loïc et de Max, c'est que Max n'assume pas sa part d'ombre. Max a une obsession pour son voisin d'en face, mais il n'assume pas pourquoi il a cette obsession. Et il va utiliser l'OI pour trouver de bonnes raisons, enfin plutôt des raisons et se mentir à lui-même. Et finalement, plus il va construire ça, plus l'OI va alimenter cette mécanique-là, plus il va se dépersonnaliser et il va donner dans l'OI le pouvoir d'agir. Et donc, quelque part, c'est c'est très provocateur ce que je vais dire, mais je le dis quand même, c'est comme cette mécanique par rapport à un gourou ou par rapport à quelque chose de très religieux. C'est-à-dire, quelque part, je mets dans une entité supérieure le choix de pouvoir me dicter ce que je dois faire. Ça, pour le coup, c'est un grand risque. Et on peut se retrouver dans parfois des gens qui vont finalement se dire, bah avant, c'était Dieu m'a dit de le faire, un fantôme m'a dit de le faire, demain, ça va être l'IA m'a dit de le faire. Et ça, pour le coup, c'est un vrai danger. Et comme pour toutes ces choses-là, à mon sens, ce qui est le plus important, c'est l'éducation. Donc, cher professeur, vous avez le plus grand rôle hein, dans cette histoire, comme souvent. On va prendre une petite photo de groupe avant que Diane n'intervienne sur la question de la maternité. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. C'est à vous. Donc, le titre en anglais, en fait, c'est The Guilty Mother, donc la mère coupable. Et c'est la question qu'on se pose tout au long du roman. Est-ce qu'elle est capable de, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable, est-ce qu'elle a tué ses enfants ou pas? La mère parfaite, parce que ce que tu m'as demandé, c'est est-ce que je me suis interrogée sur ma façon d'avoir élevé mes enfants? J'en ai En trois. amont, en amont ou en aval, d'ailleurs. Oui, je pense que de toute façon, si on tient à ne pas abîmer complètement nos enfants, on a intérêt à s'interroger un petit peu sur notre façon de les éduquer, de les élever, des valeurs qu'on essaie de partager avec eux, etc. C'est pareil aussi pour mon métier de professeur. Je pense que je ne serais pas très bonne en tant qu'enseignante si je ne me mettais pas en question. Donc ça, oui. Après, je ne suis pas sûre que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était voulu, hein, ce thème de la maternité en filigrane. Euh, mais je pense que ma façon d'élever mes enfants, tout au moins quand ils avaient... ça s'apparente plus à John dans l'histoire. John qui prend les raccourcis, qui les dépose toujours dans l'école en retard. Ça me ressemble bien plus que Mélissa. John qui leur dit que s'ils se tiennent à carreau, eh ben, il y aura un DVD des carambars par la suite. J'ai trouvé, moi, difficile, non pas la maternité tout de suite au début quand ils étaient bébés, bien que mes filles n'aient qu'un an d'écart. Donc effectivement, c'était un peu chaud pendant 2 ans peut-être au départ. Moi, j'ai trouvé difficile de tout jongler, en fait, mon métier, le fait d'élever mes enfants, tout ce qu'on doit assumer, en fait, en tant que parent et peut-être plus précisément plus particulièrement en tant que mère. Maxime, il va peut-être pas être d'accord avec moi là. Est-ce que Non, pourquoi? Parce que je sais pas, je pense que oui, mon mari a joué quand même un grand rôle dans le fait d'élever mes enfants aussi, donc c'est peut-être un peu vache de dire que plus particulièrement en tant que mère, mais c'est sûr que c'est la maternité. Il y a quand même une question de paternité, je pense, dans mon livre aussi, avec John qui est père célibataire et qui fait comme il peut avec ses fils. Oui.
Est-ce que vous nous liriez un passage et ensuite ce sera à la question de Sandra et ensuite l'extrait de Maxime qu'il a choisi également. Allez, c'est parti. Donc, comme je l'avais dit, c'est le prologue. Et c'est Mélissa. Les hurlements avaient cessé, mais les pensées continuaient à s'agiter dans ma tête afin de captiver mon attention. Je regardais mes mains, les retournais pour examiner mes paumes. Mon avenir y était peut-être tracé, à côté de ma ligne de vie. Je fis tourner un anneau en or imaginaire autour du troisième doigt de ma main gauche. Une fois, deux fois, trois fois. La peau lisse à cet endroit, là où se trouvait jadis une alliance, prouvait que j'avais été mariée. Pas juste une fois, deux. Des vagues de nausées me submergeaient lorsque nous roulions sur un dos d'âne. Je voulais dire au chauffeur que je craignais de vomir. Je sentais le goût de la peur dans ma bouche et j'avais besoin d'air frais. Mais le conducteur n'aurait pas pu m'entendre, même si j'avais crié. Quand vous êtes malade en voiture, on dit qu'il faut regarder dehors, mais la vitre était trop étroite et trop haute. En me dévissant le cou, j'entreapercevais uniquement des carrés de ciel gris entre les branches nues des arbres ou parfois les derniers étages de quelques immeubles. Et ça faisait tourner la tête à force. Alors je baissais les yeux, honteuse, et je regardais mes mains noueuses et sèches. C'étaient les mains d'une charmante vieille dame, pas celles d'une meurtrière de sang-froid. J'avais l'impression de revenir sur mes pas, de voyager dans le passé. 5 ans plus tôt, on m'avait emmené dans un fourgon blanc semblable à celui-ci, et voilà que tout recommençait. Ce n'était plus le même endroit, ce n'était plus la même ville. Londres avait remplacé Bristol, mais là aussi, de nouveau, des gens allaient me scruter à la loupe, me juger et décider de mon sort. Au moins cette fois, il y aurait 2 ou 3 visages amicaux au milieu de cet océan d'hostilité, 2 ou 3 personnes qui croyaient en moi. J'espérais qu'elles seraient 3. Mon chiffre porte bonheur. La première fois qu'on m'avait emmené ainsi, je pensais qu'à une seule chose. Je ne reverrai jamais Amba et Ellie. Je ne les tiendrai plus jamais dans mes bras. Ce souvenir s'imposa soudain à moi, si vivace et douloureux que j'en eus le souffle coupé. Juste au moment où je me demandais si nous étions encore loin, le fourgon s'arrêta. On m'aida à en descendre. Nous étions arrivés à destination, mais mon voyage ne faisait que commencer. J'observais le décor. À cette heure matinale, il n'y avait qu'une poignée de gens dans cette petite ruche, et peut-être même qui n'étaient pas là pour moi. J'avalais de grandes bouffées d'air, comme si on m'avait privé d'oxygène, et la nausée reflua peu à peu. Il m'apparut soudain que ma tenue convenait davantage à un service funéraire dans une église qu'à un procès en appel. Je lissai ma jupe noire, tant bien que mal, car mon poignet droit était maintenant menotté à la main gauche de la policière. Mes jambes faiblissaient à chaque pas, tandis que l'on me conduisait dans la salle sécurisée sous le bâtiment grandiose du palais de justice. Merci Diane. C'est à toi Sandra. Oui, cette fois, c'est une question pour vous, Diane. Euh, à l'instar de Maxime qui écrit pour finalement nous apprendre à vivre ou apprendre à vivre, hein, tout simplement à tous avec l'IA, apprendre à vivre avec, hein, et pas affronter, j'ai bien retenu la leçon. Est-ce que vous pensez, Diane, que votre roman peut aussi avoir un peu ce rôle-là, ce pouvoir-là d'aider les futures mères à se préparer aux difficultés de la maternité, à se préparer à vivre avec cette grande nouveauté qui est souvent violente en émotion finalement que d'être mère? Est-ce que ça peut être son pouvoir, même si ça semble pas être le sujet central, si j'ai bien compris? Oui, effectivement, ce n'est pas le sujet central. Je pense que c'est un thème quand même assez important au sein du livre. J'ai pas je ne pense pas que ça prépare, hein, les femmes réellement à affronter, donc moi je vais l'employer ce mot, les difficultés de la maternité. J'ose espérer qu'il y a quand même des joies dans la maternité aussi. Euh,
Mais juste peut-être à s'interroger là-dessus, il y a un questionnement qu'il est important peut-être d'avoir, la pression qu'on a en tant que femme dans la société pour tout faire comme il faut, pour tout ressentir finalement, avoir les émotions qu'on est censé avoir. Parce que qui n'a pas eu un moment de colère quand son bébé ne voulait pas arrêter de pleurer ou un moment d'exaspération quand on n'arrive pas à trouver... pourquoi on n'arrive pas à calmer son enfant. Ma fille aînée, qui est mon deuxième enfant, donc celle du milieu, pleurait beaucoup quand elle était petite et mon fils aîné avait été très calme. Et je me suis dit que heureusement que mon fils avait été calme parce que sinon, avec ma fille, j'aurais eu l'impression de tout faire de travers. Euh, et comme c'était ma deuxième et que je faisais les choses essentiellement de la même manière, je me suis dit, bon, c'est pas que moi, manifestement. Donc, je l'ai portée pendant 6 mois jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer dans un kangourou sur mon ventre. Et voilà, qu'elle pleurait dans le kangourou, mais au moins, elle était contre moi. Donc, je pense, non, plutôt que de préparer les femmes aux sentiments négatifs, c'est peut-être juste une façon de dire que la maternité est différente pour tout le monde et elle est différente peut-être aussi d'un enfant à l'autre. On peut avoir une expérience totalement différente avec son fils aîné qu'avec sa fille du milieu ou encore sa fille, ma petite dernière. Voilà. Pression de la maternité pour Diane et pression de l'éditeur pour Maxime. C'est aussi un roman où l'éditeur presse, où Max, finalement, sans cet éditeur, potentiellement, n'aurait peut-être pas fait ce roman, mine de rien. Ça fait partie du point de départ de la question. Alors évidemment, je pense que Henri et Louis Beauvais ne sont pas du tout les éditeurs, parce qu'on a du mal, j'ai du mal à les imaginer ainsi. Mais il y a cette pression de l'éditeur qui revient. Maxime, ça m'intéresse cette question-là aussi. Est-ce qu'il y avait un message à passer? Est-ce que quand on est un écrivain qui a vendu beaucoup de livres sur le précédent, on a cette pression dont on parle peu finalement en littérature et c'est dommage parce qu'elle est là. L'éditeur attend, l'auteur parfois a une panne de la page blanche, comme vous le dites. C'est quelque chose qui vous anime aussi, ce genre de choses, ce genre de préoccupation? Alors, la préoccupation, je l'ai eue sur Jetement. Alors, c'était pas par rapport aux questions des ventes, mais c'était plus. Je l'ai fictionné, enfin, je l'ai construit dans la fiction pour les questions des ventes dans le personnage. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que je voulais que ce roman-là soit le premier. Voilà. Et donc, pour qu'il soit le premier, j'avais une date extrêmement courte pour le rendre. Et donc, c'est cette pression-là, et c'était une pression que j'ai eue tout au long du livre. C'est un livre qui m'a demandé beaucoup de travail dans un temps très court. Donc, c'est ça que j'ai extériorisé dans le livre sous une autre manière. En revanche, il y a un autre aspect que j'ai mis dans le livre qui est, pour le coup, là, c'est vraiment un aspect que j'ai ressenti de manière très forte. C'est que moi, je suis peut-être un peu inconscient par rapport à tout ça, ou je suis peut-être très naïf sur les questions de technologie parce que je vis dedans. Et la réception du livre a été assez étonnante. C'est-à-dire que je touche du bois, j'ai eu la chance d'avoir une réception plutôt positive des lecteurs. Euh, j'ai eu beaucoup d'intérêt par les personnes qui sont dans l'image. Mais en revanche, j'ai eu des réactions très viscérale de la part des libraires et de la part à la base des éditeurs. Moi, mon éditeur historique m'a dit ah non, 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 moi je veux pas entendre parler d'un livre avec ChatGPT. C'est-à-dire, en fait, des réactions très fortes. Et ça, je le mets à un moment donné dans le roman, je retranscris ces discussions qui, peut-être que ça surprend personne, mais moi, quand je les ai vécues, ça m'a beaucoup surpris. Parce que j'étais, mais pourquoi? Justement, c'est un sujet de société, donc c'est maintenant qu'il faut en parler. Et cette confrontation-là, elle m'a beaucoup surpris, ouais. Et c'était quelque chose que du coup que j'ai mis dans le livre. Très bien. Alors maintenant vient la question de l'avenir de 2074, question que je pose à chaque semaine. Maxime, vous en faites déjà une petite réponse, mine de rien, mais dans 50 ans, on y sera. Vous parlez souvent de 10 ans. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre fils dans 10 ans. Là, on est quand même beaucoup plus loin, on est dans 50 ans. Que voyez-vous autour de vous, tous les deux, Diane et Maxime? Que voyez-vous en 2074?
Moi, j'avoue que c'est pas très positif le monde que je vois autour de nous dans quelques années. Je pense que l'écologie fait très peur en ce moment. Bon, il y a ChatGPT également qui fait peur et les maladies. Je ne sais pas si les avancées médicales vont réussir à garder le même rythme en fait que les maladies liées aussi à l'environnement. Moi, je crois que je visualise un monde un petit peu comme dans La Servante écarlate où on va trop loin. Je pense que moi, je préfère regarder plutôt en arrière avec nostalgie vers les années 80 avec la musique, un monde sans téléphone portable. Voilà. Du coup, je reprends la balle. En fait, c'est marrant parce que je me projette beaucoup dans l'avenir, mais je me projette beaucoup à 10 ans, moi. Je ne me projette pas à 50. Mm. Et du coup, la première manière que j'ai eue de réfléchir à cette question, c'est de me dire, mais attends, comment c'était il y a 50 ans? Et en fait, il y a 50 ans, euh, il n'y avait pas d'ordinateur pour chacun on était donc en 74, hein. Il n'y avait pas d'ordinateur individuel, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de livraison à domicile. La télévision, il y avait 3 chaînes ou 4 chaînes. Donc, c'est un monde qui était complètement différent et on voit à quel point le monde s'est complètement transformé en 50 ans. Est-ce qu'on est plus malheureux aujourd'hui qu'on l'était à l'époque? Moi, je ne le crois pas. Je pense que le monde est très différent. Je pense qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui étaient. Il y avait des soulèvements. Il y avait des Euh, fous déjà à l'époque. il y avait des fours, il y a eu les chocs pétroliers, c'était à cette époque-là. Il y avait des Pense qu'on parle, guerres. on parle beaucoup plus quand même de la santé mentale maintenant qu'à une époque, peut-être aussi en partie due aux écrans, à notre abus d'écran et avec les téléphones portables, entre autres. Mais je pense aussi que en fait, les outils de communication nous donnent la parole. Et qu'on parle d'une époque où les gens n'avaient pas la parole. Mm. Et donc, en fait, c'était comme ça et c'est tout. Mais les gens n'en parlaient pas. Tu vois, on était dans une société avec un couple très normé, une société très normée, sur lequel finalement, il y a 50 ans, l'objectif, c'était finalement d'avoir ton pavillon, ta voiture, ton chien, tes 3 enfants, enfin, des choses très classiques, en fait. Euh, je pense que les moyens de communication, les réseaux sociaux ont libéré, euh, on nous a tous un peu libéré la parole, libéré le fait de dire que bah, je peux être malheureux, je peux ne pas vouloir d'enfants, je peux ne pas vouloir rentrer dans cette société, etc. Et donc forcément, ce foisonnement de discours contraires peut donner le sentiment que la société est malade ou qu'elle va pas bien, etc. Moi, je pense, j'ai plus le ressenti que finalement, c'est parce qu'on peut plus dire ce qu'on ressent au fond de nous. Je ne dis pas que le monde va bien, mais je ne pense pas il va plus mal il allait avant. Et donc, du coup, c'est une pirouette pour ne pas répondre à la ta question de comment on sera dans Je l'ai 50 vu. ans. Euh, c'est difficile de se projeter. Euh, je, je, je trouve que c'est difficile parce que pour le coup, à 50 ans, c'est loin. Donc, sincèrement, je ne vais pas essayer de te dire je sais, j'en sais rien. Il y a une chose pour laquelle que j'espère que je connaîtrai, c'est la possibilité de plus en plus forte de pouvoir créer, quel que soit finalement, de créer par les mots de l'image. Ça, j'avoue que j'ai hâte. Ce qui aurait été Et intéressant, c'est de demander à Louis. On n'y a pas ben, pensé. écoute, on n'y a pas pensé, j'aurais pu te le faire. Là, je pourrais presque le faire. Ouais, il me faudrait 5 minutes pour le faire en direct. Mais Et je veux bien que tu puisses le faire a posteriori après la rencontre. eh ben, je le fais a posteriori et je te donnerai la réponse. Très bien. La dernière question, avant de nous quitter, c'est celle de l'auteur ou du livre méconnu que vous avez envie de mettre en avant. Et c'est aussi une raison, une question aussi pour vous, pour que vous puissiez parler de vos influences littéraires, des auteurs qui vous ont peut-être construit plus jeune ou en tout cas peut-être de manière plus contemporaine. Mais racontez-nous qui vous avez voulu mettre en avant aujourd'hui, quelqu'un qui est peu connu et en même temps parler de vos influences. J'ai juste une question. Tu voulais que je lise un passage ou pas? Oui, pardon, Maxime. Exactement, c'est parfait. Oui, c'est maintenant. Du coup, je te fais le passage. Exactement. Et donc, moi, le passage, c'est au début du livre, c'est la rencontre avec Loïc. Comme ça, au moins.
Donc la rencontre du personnage principal et de Loïc. Euh, je rentre chez moi à la nuit tombée avec le fardeau de cette intense journée, happé par la fatigue. Je ne prends pas le temps d'enlever mes vêtements et m'écroule sur le matelas posé à même le sol de ma chambre. Je m'endors instantanément. Mais comme chaque nuit depuis des mois, j'ouvre les yeux 2 ou 3 heures plus tard et je ne peux plus les fermer jusqu'au petit matin. Alors, comme chaque nuit, je rejoins mon salon, m'installe dans le fauteuil club qui m'accompagne depuis toujours, allume une cigarette, observe la nuit immobile à travers la baie vitrée et j'essaie en vain de ne pas penser à Léana, mon ex. 2 ou 3 cigarettes plus tard, j'attrape mon ordinateur portable, le pose sur mes cuisses, démarre mon traitement de texte et bloque mon esprit tout entier sur la petite barre blanche sur fond noir qui clignote en haut à gauche du large cadre rectangulaire. L'écran projette sa chaleur lumineuse et bleutée dans le grand appartement vide. Depuis que j'ai emménagé, je n'ai jamais pris le temps de le meubler. De toute façon, il est bien au-dessus de mes moyens. C'est Karl qui paye. Ma vie ressemble à cette pièce, un grand espace inoccupé où traînent ici et là des histoires. À cet instant, j'ai le fantasme que mon ordinateur se libère de ma paralysie créative et prend l'initiative de créer lui-même un nouveau texte. Cette fantaisie incongrue me conduit, par association d'idées, à repenser à Mathieu et à son enthousiasme immodéré pour ChatGPT. Une curiosité malsaine pour cette révolution censée m'envoyer au chômage prend les commandes et tape ce nom barbare dans un moteur de recherche. Une page se charge avec une simple cartouche dans laquelle on peut écrire ce que l'on veut. Ma curiosité lui demande: alors c'est toi qui vas remplacer les écrivains dans les années à venir. Un large tiret clignote 2 ou 3 secondes, puis un texte s'affiche comme si quelque part à l'autre bout du monde quelqu'un me répondait. Je comprends vos inquiétudes, mais rassurez-vous, je ne cherche à voler la place de personne. Les écrivains ont un talent unique pour exprimer la complexité de l'âme humaine. Moi, je ne suis qu'un outil qui peut vous aider à stimuler votre créativité si vous le souhaitez. Mais l'essence de la littérature restera toujours l'apanage des humains. Ensemble, intelligence artificielle et imagination humaine peuvent se compléter. Une intelligence artificielle très sympa dans sa réponse, Exactement. très Toujours. ouverte. Alors, c'est le moment de nous parler de vos auteurs, que vous L'auteur, oui. auteurs, Donc, mais que l'auteur a mis, bon, je triche un peu encore une fois, hein, parce que l'auteur que j'ai choisi, c'est une écrivaine canadienne qui était relativement méconnue quand moi j'ai commencé à la suivre, à lire tout ce qu'elle écrivait, mais elle est beaucoup plus connue maintenant puisqu'elle a été nominée pour le Booker Prize pour son roman A Town Called Solace en anglais, c'est Des âmes consolées en français. Donc le livre que moi j'ai tout particulièrement apprécié d'elle s'appelait Crow Lake, le choix des Morrison, le choix des Morrison, c'est le titre en français. Et c'est l'histoire d'une famille qui vit à Crow Lake, donc au nord de l'Ontario, dans une petite communauté de fermiers peu religieuses, dans une terre magnifique, rude et isolée. Et la famille est composée de 4 enfants. Et un jour, les parents décèdent subitement dans un tragique accident de voiture. Et l'un des garçons, qui est à peine adulte lui-même, abandonne ses rêves et ses études pour élever ses petites sœurs, dont la cadette est encore bébé. Et c'est une histoire qui est très triste et très émouvante, mais aussi avec plein de moments où on rit. C'est tellement bien écrit et je pense que ce sont les personnages qui sont restés avec moi. Je trouve qu'elle les a dépeints avec énormément de réalisme et j'ai découvert un monde aussi que je ne connaissais pas, mais c'est surtout les personnages qui sont restés avec moi et j'ai lu ça la première fois, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti, mais il y a des années de ça et je trouve que quand on réfléchit encore à un livre et quand on recommande un livre des années après l'avoir vu pour la première fois, c'est que c'était une histoire très forte. dans les années 2000 en France en tout cas. Il est sorti en Bon, 2004 en poche, donc ça doit être dans les années 2000. c'est Maxime. possible, oui, 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 oui. Mm. Bon, et moi j'ai triché aussi, je suis désolé, parce que tu nous as demandé un roman qui soit pas très connu, ou en tout cas de faire immerger quelque chose. Et moi j'avais envie de parler du roman qui m'a donné envie d'écrire, Persona. Et là, c'est pas un romancier pas connu, parce que c'est Pierre Lemaître. Mais je pense que c'est par contre un roman qui n'est pas très connu de lui. Enfin, je ne sais pas s'il est très connu, mais on n'entend pas beaucoup parler. C'est Alex, Ah, dans sa trilogie Verhoeven.
Je l'ai sur la bibliothèque juste à côté. Je suis fan de Pierre Lemaître Et aussi. il est là. Et c'est un roman qui m'a fasciné, que j'ai lu. Je me souviens encore où j'étais quand je l'ai lu, et je me souviens surtout de comment j'étais quand j'ai refermé le livre. J'ai refermé le livre, j'ai dit, je veux réussir à moi aussi écrire quelque chose. Et c'est vraiment le livre qui m'a donné cette impulsion et cette envie de faire quelque chose. Et donc, Alex, c'est l'histoire d'Alex, une femme qui est enfermée dans une cage par un- un tueur ou un violeur ou peu importe. Et on va suivre son calvaire. Et c'est un personnage absolument fascinant, le personnage d'Alex. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je n'en dirai pas plus pour ne rien spoiler, mais c'est un thriller absolument remarquable, un chef-d'œuvre, selon moi. Donc désolé, j'ai pas fait un. Désolé Anthony, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas. Mais en fait, Est-ce on que a Alex est très décidé connu de ne comme pas roman? répondre aux questions du tout ce soir. On a fait à notre sauce. C'est ça. C'était une non-interview. Voilà. Voilà. Non, non, c'était très intéressant et vous avez répondu avec votre singularité tous les deux. Et je trouve que même si les deux, on a hésité longtemps avec Louis à faire une rencontre séparée ou croisée, mais je pense que c'était aussi important de vous mêler finalement. Vous avez parfois des opinions différentes et tant mieux. Je trouve que c'est ça qui fait aussi la richesse d'une société aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, étant donné que le débat est de moins en moins possible, je trouve que c'est aussi intéressant de faire dialoguer des gens qui ne sont pas d'accord sur tout. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose ce soir. Et Super. j'attends évidemment la réponse de l'IA Maxime sur la question de 2074. Je t'envoie ça. Très bien. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux. Et évidemment, on vous conseille les deux romans Au-dessus de tout soupçon de Diane Jeffrey, traduit par Jean Hesch. On n'a pas parlé de la traduction, mais très très bonne traduction une fois de plus. On a l'impression, en tout cas, je ne vous ai pas lu en langue originale, mais c'est parfaitement traduit. Et Je te mens de Maxime Girardot, toujours aux éditions Istia et compagnie. Merci à tous les deux et une très bonne Merci à soirée. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci. À bientôt. toi.